Nicolas Pagnol, bonsoir. Alors vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol et on a le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution de cette grande biographie chez Flammarion de Jean-Jacques Gelot-Blanc, Pagnol inconnu. Alors c'est vrai qu'on a l'impression de connaître Pagnol, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir et vous allez nous y aider. Alors d'abord savoir, Marcel Pagnol est mort en 74, il est mort à 77 ans. Marcel Pagnol, c'est l'enfant d'Aubagne. C'est la Provence devenue universelle. Et pour le grand public, ça reste la fameuse trilogie Marius, Fanny, César au cinéma. Mais il a d'abord été un grand homme de théâtre. On va voir que la plupart des films qu'il a tournés ont d'abord été des pièces de théâtre et d'énormes succès au théâtre. Et puis il est l'écrivain des souvenirs d'enfance. Alors vous êtes celui qui gère l'œuvre de Marcel Pagnol, qui est considérable. Et d'ailleurs, vous publiez, et c'est la première fois, et c'est un peu étonnant, il n'y a jamais eu de beau livre sur Marcel Pagnol. Donc ce sera Marcel Pagnol, l'album d'une vie chez Flammarion, où on trouvera des documents privés, où on trouvera bien sûr des photographies. C'est vous qui allez en parler, Nicolas Pagnol, face au miroir. Dites-nous votre passion pour votre grand-père, Marcel Pagnol. Il est carrément marqué par le cinéma, par sa naissance. Oui, par la naissance du cinéma. Il est né le même jour que le cinéma, en 1895, à quelques kilomètres de là, le cinéma à La Ciotat. Et lui partait de La Ciotat, justement, sa mère montait à Aubagne pour accoucher. Son père est directeur d'école, instituteur. Sa mère est couturière. Il a une éducation, somme toute, très classique, très, très stricte. Alors, très étonnant, c'est que Marcel Pagnol aura un frère qui sera berger et qui sera berger toute sa vie. Oui, le petit Paul, qui apparemment est tombé perdument amoureux des collines, bien plus que Marcel, et qui a décidé d'y vivre. Mais il faut dire aussi que le petit Paul avait une maladie, et donc il avait beaucoup de mal à vivre en société. Donc il vivait dans les collines, et malheureusement Marcel le perdra en 1932, en essayant de le faire opérer, le faire soigner. Et il perd sa maman très jeune, Augustine. Oui, il a âgé de 15 ans. Et cette perte va le marquer toute sa vie. Mais d'ailleurs, je crois que son plus beau cri d'amour pour sa mère, c'est dans la gloire de mon père, lorsqu'il explique qu'il montait à la Bastille-Neuve et il parle des mollets si fragiles de sa mère. Il en parle comme d'une enfance, c'est assez émouvant. Oui. Est-ce qu'on peut parler de sa vie amoureuse qui est compliquée, qui commence assez tôt? Oui, mais je crois que c'était un homme qui aimait beaucoup les femmes. Il en a eu beaucoup. Il a eu beaucoup d'enfants aussi. Tout ça avant-guerre, avant qu'il ne rencontre Jacqueline, ma grand-mère, où il se stabilise à la cinquantaine. Mais il a eu une vie amoureuse très tumultueuse, oui, très très tumultueuse. Dont Rame de Mazis, qui était une actrice très importante, oui, et qui a été une partie amoureuse et tumultueuse de sa vie. Oui, il la rencontre chez Dulin, je crois, en 1923, à Paris. Et elle va lui faire découvrir le monde théâtral parisien, lui, petit Marseillais qui arrive à la capitale. Et là, c'est une grande histoire d'amour qui va naître et tout de suite, il va penser à elle pour ses premiers grands rôles féminins, comme par exemple dans Jazz en 1926, et puis par la suite Marius, Fanny. Parce qu'il faut savoir qu'il est marié à Simone, qui va refuser pendant très 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 longtemps de divorcer. Ça va être un combat acharné. Acharné. Elle acceptera le divorce en 1944 pour que Marcel puisse épouser Jacqueline. Alors je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Alors il y a tremblement de terre, c'est Topaz. On est en 1928 et cette pièce va avoir un succès et c'est peut-être même la pièce qui a eu le plus de succès de toute l'œuvre de Marcel Pagnol. Et c'est une pièce dont on dit qu'elle a été plus jouée encore que Cyrano. Oui, elle a été énormément jouée. D'abord, elle a été créée à Berlin avant d'être montée à Paris, au Théâtre des Variétés. Et tout de suite, c'est une carrière internationale. Alors que c'est pas les valeurs de Topaz ou même l'intrigue ne correspond pas à ce que l'on sait aujourd'hui ou ce que l'on aime de Marcel Pagnol, c'est-à-dire ce qui va venir juste après, c'est-à-dire Marius, qui semble être Marcel Pagnol incarné. Petit détail, Marcel Pagnol n'aimait pas la mer. Non, il détestait la mer, il avait une peur bleue de l'eau. Je crois qu'il a pris le bateau 3 fois dans sa vie. La première fois pour aller voir le premier film parlant à Londres. Oui, absolument. Et les 2 autres fois pour aller voir son ami Tino en Corse. Mais tout ça à 40 ans d'intervalle. Hein. Ouais. Non. Justement, on pourrait peut-être parler de sa découverte du cinéma parlant. Il faut dire qu'on est en 1930, mais que Marcel Pagnol, pour tout le monde, c'est un dramaturge. Et quand il va se lancer dans le cinéma parlant, il va être considéré comme un renégat. Ah oui, comme un traître. On va lui demander de reverser ses droits d'auteur aux bonnes œuvres de la SACD. Les directeurs de studios du cinéma muet le considèrent comme quelqu'un de dangereux parce qu'il n'était pas préparé au parlant.
Et Marcel, lui, s'est retrouvé d'un coup tout seul. Et heureusement, il a rencontré quelqu'un de chez Paramount, Bob Kane. Et ils ont sympathisé. Et Bob Kane, au bout d'un moment, a accepté de produire Marius. Et presque dans la foulée, il va faire Fanny, parce qu'il écrit à une rapidité incroyable. Oui, c'est-à-dire que c'est Léon Volterra, le directeur du Théâtre de Paris, où a été créé Marius, qui lui dit « Écoute, c'est un succès phénoménal. Je crois qu'ils étaient la 2e ou la 3e saison. Il dit « Il faut absolument une suite. » Et donc Marcel est parti, je crois, chez Léon pendant un été, écrire Fanny, en même temps ou juste après qu'il ait tourné Marius, donc en 1931. Alors, un autre aspect de Marcel Pagnol qui est très important, c'est qu'il avait le souci de gagner son indépendance par rapport au milieu du cinéma. Et donc, il a créé sa première, parce qu'il en a créé plusieurs, compagnie de cinéma. Donc, c'est les films Marcel Pagnol. Oui, mais alors, c'est un trait de caractère chez lui. Déjà, quand Bob Kane lui propose de produire Marius, Bob Kane veut lui imposer des grandes vedettes du cinéma. Et Marcel dit non, moi, je veux mes acteurs de théâtre. Il arrive à les imposer. Et lorsqu'il tombe sur les comptes de la Paramount, qu'il voit les sommes investies et les sommes récoltées, et il se dit, il n'y a pas de raison que je ne monte pas ma société de production. D'autant plus que Paramount avait produit Topaz, avait acquis les droits de Topaz, et que Marcel n'était pas du tout d'accord avec l'adaptation qui avait été faite. Donc il s'est dit, je monte ma société de production. Premièrement, je serai libre de créer comme je l'entends, de faire les adaptations de mes œuvres comme je l'entends, et puis en même temps, je pourrai gagner assez d'argent pour continuer à produire des films. Alors, il y a un épisode tout à fait étrange, c'est la mort de son frère, Paul. Et il y a eu une rumeur qui a couru au moment de son enterrement, qui a été un enterrement extrêmement discret et qu'on a cru secret même. Pas secret du tout, c'est-à-dire que Paul était malade, Marcel a voulu le faire soigner en Belgique, et suite à l'opération, Paul est décédé. Et je pense que tout simplement Marcel s'est senti responsable de ce décès. Donc on a monté une fable en disant que c'était lui le véritable auteur des principales œuvres de Marcel Pagnol. Non, ce n'est absolument pas Paul qui a écrit Marius, Fanny, César. D'ailleurs, Marcel, après, a continué à écrire alors que Paul avait disparu. Mais vous savez, quand un auteur aussi jeune acquiert une telle renommée et un tel succès auprès du public, il y a toujours des gens de mauvaise langue pour essayer de le salir. D'autant plus qu'il allait à l'encontre des critiques et des théoriciens du cinéma de l'époque. Et qu'il avait créé un magazine, les Cahiers du film, qui défendait pour défendre ses propres théories. Donc il s'affrontait avec ces gens-là et c'était une guerre vraiment très dure. Oui, il avait un ensemble d'activités qui couvrait tous les secteurs de l'activité cinématographique. Et d'ailleurs, il faut le dire, il est considéré par les Italiens comme le père du néoréalisme. C'est-à-dire que c'est lui qui a tourné pour la première fois en son direct, lumière en décor naturel. C'est lui le premier. Marcel était quelqu'un d'indépendant, de libre. Il ne voulait pas que la technique entrave sa créativité. Et c'est pour ça qu'il va tourner en extérieur. S'il y a des cigales, eh ben c'est la vie, c'est comme ça. S'il y a le bruit des voitures, c'est la vie, c'est comme ça. Il voulait que son texte coule. Il ne voulait aucun artifice. Il ne croyait pas en l'esthétique pour l'esthétique. Pour lui, le film, c'était avant tout le fond et donc le dialogue. Alors, dialogue, mais des acteurs. Parce que tout à l'heure, on n'a même pas parlé de Rému, qui est une rencontre considérable, mais il y a une deuxième rencontre extraordinaire qui est Fernandel. Fernandel. Oui, Fernandel qu'il rencontre, je crois, en 34 ou en 33. Oui, 34, oui. Et à qui il va tout de suite donner le premier rôle d'Angèle, enfin un grand rôle d'Angèle. Fernandel, à l'époque, était connu comme un comique troupier, un peu comme Rému aussi à l'époque. Ouais. Et Marcel, tout de suite, va déceler chez eux des grands talents dramatiques. Alors, le Spoons, comment ça c'est un film assez extraordinaire. Oui, déjà, le tournage en lui-même est extraordinaire parce que le Spoons est un cover set de Regain. C'est-à-dire que Regain est tourné en extérieur dans les collines et quand il pleut, Marcel a ses studios à Marseille, à 20 km. Quand il pleut, on va tourner le Spoons en studio. Et dans la même journée, le matin, on peut tourner Regain et l'après-midi le Spoons avec les mêmes comédiens, enfin tout le monde se mélangeait dans les costumes, dans tout ça quoi. Alors il y a une période qui est un peu difficile, c'est les périodes de l'occupation, La fille du puisatier, où il a été obligé de composer avec la censure allemande, ce qui lui a valu des ennuis à la Libération. Effectivement, donc il est en plein tournage de La fille du puisatier et les Allemands lui proposent de prendre la tête de la Continentale, donc la société de propagande cinématographique allemande. Et lui, il ne veut pas, mais il est quand même à la tête de studios, de sociétés de production, de distribution, de cinéma. S'il refuse, les Allemands vont tout fermer par l'intermédiaire de Vichy. S'il accepte, il trahit ses idéaux. Donc il vend toute son affaire à Gaumont et il va acheter un domaine horticole dans les hauts de Nice, dans les hauteurs de Nice. Il va faire des œillets. Exactement, et c'est comme ça qu'il va apprendre comment on fait des œillets. Il en parlera dans Manon après. Oui, donc il se nourrit toujours de sa vie, comme tous les auteurs, tous les artistes.
Et il va accueillir dans cette propriété certains de ses employés en leur faisant des certificats de travailleurs de force pour les soustraire au STO. Pareil à la Busine où son père habite pendant cette période. Donc il va passer la guerre jusqu'en 1943, il va rester au domaine de l'Étoile, horticulteur. Alors, Jacqueline, il faut parler de la rencontre avec Jacqueline, puisque Jacqueline, c'est la femme de sa vie. Et en tout cas, il la rencontre, elle a 24 ans, il en a 49. Il la rencontre la première fois en 1938, oui. Elle a 17 ans, il peut passer une audition pour un court-métrage qui ne sera pas tourné. Et je pense qu'en remontant à Paris, il doit la repenser à elle. Je me demande même s'il ne l'a pas vue sur une affiche parce qu'elle joue au théâtre. Et il va la voir et ils ne se quitteront plus jamais. Il part avec elle dans son moulin de Parçay-sur-Sarthe qu'il avait acquis en 1932 et ils vont attendre la libération là-bas. Ils voient arriver les Américains. Et ils se marient dès 1944. Voilà. Et en 1946, il est quelqu'un qui vous importe tout de même. Ah oui, mon père, voilà. Frédéric, oui, leur premier enfant. C'est l'année 1946 qui est vraiment une année charnière. Il est élu à l'Académie française, Rému meurt et il a mon père. Donc on a vraiment les joies et les peines. Et pour moi, cette année, c'est vraiment la bascule dans la vie de mon grand-père. Et eh bien, sa carrière cinématographique va changer. Les choses après-guerre ne seront plus jamais les mêmes qu'avant-guerre parce qu'il n'a plus son indépendance totale. Alors, il va des problèmes financiers aussi. Voilà, il va quand même tourner. Naïs, Topaz, énormément de films, Manon Dessourds, Jean de Florette. Mais on sent que quelque chose s'est brisé en lui, quelque chose a changé. Je suis intimement persuadé qu'il a recommencé à tourner pour ma grand-mère. Oui, voilà. Alors, juste la fameuse partie de cartes, cette scène qui est un chef-d'œuvre universel maintenant. Alors, c'était lors de la création de Marius, donc au théâtre, en 29. Effectivement, Marcel avait supprimé la partie de cartes parce que c'était un sketch écrit pour laisser libre cours au numéro de cabotinage de Rému et de Charpin, et il décide de la couper. Et tous les acteurs, sans rien lui dire, la répètent, et le soir de la première, il la joue. Et c'est un triomphe. Et Marcel, quand Rému arrive dans sa loge, sur le papier peint, écrit au feutre, enfin au crayon de maquillage, est écrit « Monsieur Rému est un génie ». C'était donc mon grand-père qui l'avait écrit. Et Rému a découpé le morceau de papier peint et l'a gardé dans son bureau toute sa vie. Il est d'ailleurs au musée Rému à Cogolin, toujours, on peut le voir. Et la fin de sa vie, alors comment vous la racontez ou comment vous l'avez vécu, si je puis dire? La fin de sa vie, alors je passerai à une autre période. Avant de passer à la fin, je dirais pourquoi a-t-il arrêté le cinéma? C'est la perte de sa fille Estelle, c'est les conditions de tournage qui deviennent de plus en plus compliquées, la profession se professionnalise, si je puis dire, et il devient très difficile pour lui de tourner. Et donc il va continuer à créer, mais devant une page blanche. Là, c'est la gloire de mon père, c'est Manon Dessourds. C'est d'abord dans Elle. Il faudra bien rappeler que ça a d'abord été un feuilleton, les souvenirs d'enfance dans Elle, et que ça a eu un tel succès qu'il en a fait les ouvrages. Parlez-nous de ces 3 et même 4 ouvrages. En fait. Donc la gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets, le temps des amours. C'est effectivement Hélène Lazareff pendant un dîner qui lui dit « Mais écoute Marcel, tu n'as jamais rien écrit pour moi, pour elle. » Et il lui dit « Pas de problème, je te livre ça très bientôt. » Et elle l'a appelé tous les jours. Et lui n'avait pas écrit une ligne quand elle lui a envoyé un coursier en vélo. Et quand ce coursier lui demande les 6 pages qu'il lui avait promis, il dit « Mais je les ai pas, le coursier. Mais moi, si je reviens sans les 6 pages, je me fais mettre à la porte. » Et donc, en 20 minutes, il a écrit les 6 premières pages du château de ma mère, parce qu'il a commencé par le château de ma mère. Et tout de suite, ça a été un grand succès pour les lecteurs de Elle. Et voilà, et donc il s'est mis à... Il a vendu des 20 millions d'exemplaires de ce livre. Sa fin est peut-être résumée, peut-être sa vie dans cette épitaphe. Il a aimé sa femme, ses amis et les sources. Et je vous remercie, Nicolas Pagnol. Alors, on lira bien sûr Jean-Jacques Gelot-Blanc, Pagnol inconnu, c'est dans les grandes biographies Flammarion. Et on attend avec impatience votre livre, Nicolas Pagnol, ce beau livre sur Marcel Pagnol, l'album d'une vie. Ce sera également chez Flammarion. Nicolas Pagnol, merci vraiment beaucoup d'avoir fait revivre Marcel pour nous. Merci.